Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, signe d'hostilité inquiétant à quelques jours de la signature de l'accord de paix au Mali. 8 soldats maliens ont été tués lundi, pris dans une embuscade tendue par la coordination des mouvements de l'Azawad, la rébellion dominante touareg du nord du pays. Elle compte pour plus de 20% des richesses du Tchad. Zoom sur l'agriculture. Le pays veut renforcer son secteur primaire afin de subvenir aux besoins de sa population. Pour cela, le pays mise sur la diversification. Elles vont de pair avec les avancées technologiques et les attaques de logiciels malveillants ou les virus. Et pour contrer ce phénomène, le Rwanda a mis en place un centre national pour la sécurité sur Internet. Il est opérationnel depuis 2014. Mais d'abord, cela fait 17 jours que des Burundais manifestent contre la candidature du président Pierre Nkurunziza. Des mouvements populaires réprimés par les forces de l'ordre, comme cela a été le cas ce mardi 12 mai. Plusieurs victimes ont été enregistrées, ce qui porte le bilan à 22 morts. Pour rappel, les manifestants reprochent au président sortant de briguer un troisième mandat, contrairement à ce que prévoient les accords d'Arusha. Et les événements au Burundi mobilisent toute la sous-région. La Tanzanie organise ce mercredi un sommet sur la sécurité au Burundi. Le président rwandais Paul Kagame est attendu, comme son homologue ougandais Yoweri Museveni et Kenyan Uhuru Kenyatta. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, et le vice-président sud-africain ont également été conviés. Le nord du Mali, toujours en proie à des affrontements. Au moins 8 soldats maliens ont été tués au cours d'une embuscade ce lundi dans le nord-ouest du pays. Une attaque condamnée par le chef de la mission de l'ONU au Mali, Mondi Hamdi, et qui pourrait compromettre la signature d'un accord de paix prévu le 15 mai. Aminata Jack. L'armée malienne de nouveau attaquée. Ce lundi 11 mai, 9 militaires maliens ont été tués et 14 autres blessés au cours d'une embuscade tendue par la coordination des mouvements de l'Azawad, la rébellion dominante touareg du nord du pays. Une attaque qui intervient à 4 jours de la signature prévue d'un accord de paix. La violence doit cesser immédiatement et j'exhorte toutes les parties à démontrer leurs engagements sur le terrain dans le processus qui doit conduire à la signature d'un accord de paix le 15 mai. Pour certains observateurs, la violation du cessez-le-feu pourrait ne pas compromettre la signature de l'accord, qui reste une étape dans le processus de paix. Je crois que les autorités maliennes sont inscrites dans une logique de la signature de la paix. Donc, on ne peut pas dire, au regard de la situation actuelle d'ici, la logique dans laquelle les autorités maliennes se sont inscrites, on ne peut pas dire que cette violation du cessez-le-feu va constituer un suivi du processus de paix. Mais ce qui est à souligner également, c'est que c'est quand même une manifestation de la volonté de la CIEMA. La paix aujourd'hui, ce n'est vraiment pas ce qui les arrange. Et les autorités maliennes, ils ont passé les 8 mois à négocier sous pression. Également, la CIEMA n'a aucune volonté d'aller vers la paix. Nous avons signé l'accord de paix le vendredi prochain, le 15. Mais la question aujourd'hui est de savoir est-ce que concrètement, ça va aboutir à la paix. La coordination des mouvements de l'Azawad avait refusé de paraffer l'accord d'Alger malgré les pressions de la communauté internationale. Elle réclame notamment la reconnaissance officielle de l'Azawad comme une entité géographique, politique et juridique, la création d'une assemblée interrégionale couvrant cette zone et un quota de 80% de ressortissants de l'Azawad dans les forces de sécurité. La Côte d'Ivoire et le Ghana ne parviennent toujours pas à trouver un accord sur le litige maritime qui les oppose depuis plusieurs mois. Un projet pétrolier est à l'origine de leurs différends. Les présidents ivoiriens et ghanéens ont décidé lundi à Genève en Suisse de s'engager dans un processus visant à réaliser la coopération préconisée par le Tribunal international du droit de la mer. Les détails d'Aminata Jack. Vers un consensus pour le litige maritime opposant la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ce lundi 11 mai, les chefs d'État des deux pays, Alassane Ouattara et John Dramani Mahama, se sont entretenus à Genève, en Suisse. Une rencontre organisée par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Au terme de ces discussions, les deux présidents ont décidé de s'engager dans un processus visant à parvenir à une coopération. Il est tout à fait normal pour un tribunal international de demander la coopération des parties à deux niveaux. C'est la coopération des parties avec le tribunal et la coopération des parties entre elles. C'est une obligation internationale procédurale, c'est-à-dire qu'il y a le principe de bonne foi
Et chaque partie au litige doit se comporter de bonne foi et de façon loyale, et donc de coopérer au règlement du litige, à savoir, elle doit coopérer à l'administration de la preuve, elle doit coopérer à avoir une position honnête, correcte et de bonne foi. Ça, c'est le principe de bonne foi qui est une règle du droit international. Pour l'avocat, cette entente pourrait favoriser une coopération plus large, bénéfique aux deux pays. Ça peut être les prémices vers une coopération plus large et qu'on trouve un règlement amiable que les parties trouvent un règlement amiable, et où ça peut être juste la préparation des conditions nécessaires pour que le tribunal tranche le litige de façon contentieuse. Bon. Tout dépendra maintenant de la position des deux parties. Il est évident que la partie qui agit de bonne foi, qui coopère, sera mieux vue que la partie qui est récalcitrante, qui crée des problèmes, qui met les bâtons dans les roues, qui ne coopère pas de façon loyale et de bonne foi. Rappelons que le contentieux maritime qui oppose la Côte d'Ivoire et le Ghana concerne l'exploitation de nouveaux forages pétroliers dans une zone qui leur est commune. En avril 2015, la Chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer avait décidé que le Ghana pouvait continuer à mettre en œuvre un projet pétrolier dans le secteur, mais à imposer dans le même temps l'interdiction de nouveaux forages. L'instance devrait trancher de façon définitive sur le litige frontalier en 2017. Le Tchad renforce sa politique agricole. Le gouvernement est en train d'œuvrer à la mécanisation de l'agriculture en mettant des moyens de production à la disposition des agriculteurs. L'objectif est de garantir la sécurité alimentaire et d'offrir de l'emploi aux exploitants. Emmanuel Milimono. L'agriculture demeure l'une des principales bases de développement économique du Tchad. La première contribution de l'agriculture tchadienne dans l'économie est sa large part dans la formation du PIB, estimé à 23%, dont 20% provient de la production vivrière et 3% des cultures de rente. C'est pourquoi les autorités lui accordent un investissement conséquent à travers la mise à disposition des moyens de production. En 2014, on était à 2011 tracteurs. Il est prévu encore 1000 tracteurs cette année. Ces tracteurs sont mis gratuitement à la disposition des paysans. Les conducteurs sont formés. Et depuis 2 ans, les résultats sont palpables. L'objectif étant la sécurité, assurer l'autosuffisance alimentaire et assurer notre sécurité alimentaire. L'agriculture tchadienne contribue également à la production d'aliments qui constituent une réponse immédiate aux questions de l'insécurité alimentaire et de la pauvreté. Son impact est important en raison des pénuries alimentaires récurrentes que connaît le pays. Les principaux enjeux et défis pour ces sous-secteurs sont de pouvoir mettre en valeur l'important potentiel agricole pour résorber le déficit en produits vivriers et garantir la souveraineté alimentaire du pays. En termes de surfaces cultivables, c'est le cas des surfaces cultivables qui est mis en exploitation en ce moment. Et une agriculture qui, il y a quelques années, était vraiment embryonnaire puisque non mécanisée. Entre 2002 et 2012, plusieurs documents de politique et stratégie de développement du secteur agricole et rural, précisant les priorités du pays et susceptibles d'assurer une relance des activités de production agricole ont été élaborés. Le Tchad veut accroître durablement, diversifier et intensifier les productions agricoles, forestières et halieutiques afin de faire face à l'insécurité alimentaire structurelle dans les zones vulnérables. Les technologies de l'information et de la communication sont en plein essor au Rwanda depuis une décennie. Par exemple, tout le pays est connecté à la fibre optique, mais le réseau reste exposé aux cyberattaques, ce qui a poussé les autorités à créer en 2014 un centre national pour la sécurité sur Internet pour endiguer ce problème. Le reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. Le Rwanda s'engage à sécuriser davantage les activités des développeurs d'applications Internet. Le pays s'est déjà doté d'un centre dédié à contenir les attaques des logiciels malveillants. En 2014, les attaques subies localement par les systèmes d'application avoisinaient 20% et les logiciels malveillants venant de l'étranger étaient estimés à plus de 70%. Plusieurs développeurs d'applications ont été victimes de ces virus.
Des solutions adéquates ont été trouvées à ces différentes attaques. Notre système a déjà été attaqué par des virus. Et ce qui était à l'origine de cette attaque, c'est la vulnérabilité de nos applications. Mais très tôt, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les autorités en charge de ce secteur au Rwanda. Et ensemble, on a détecté l'origine des logiciels malveillants. Donc désormais, nos applications sont en sécurité. L'industrie de développement d'applications Internet est en pleine expansion dans le pays. Une centaine de personnes pratiquent cette activité à Kigali. Et les autorités rwandaises rêvent déjà d'un espace Internet sécurisé en Afrique grâce au dynamisme des jeunes entrepreneurs africains. La sécurisation de l'espace Internet en Afrique va favoriser un réel essor des technologies de la communication et de l'information, comme on ne l'a jamais imaginé. Et cela pour le bénéfice de toute l'humanité. Et je compte sur vous les jeunes pour atteindre cet objectif. Car c'est par vos innovations et la création de plusieurs entreprises que nous y arriverons tous. Le Rwanda a accueilli la semaine dernière une rencontre de l'Union internationale de la télécommunication. Une opportunité saisie par les autorités pour demander la création d'un centre régional dédié à la sécurité Internet. Un organe que le pays des 1000 collines compte abriter le siège. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.